face de vous s'est assis Antoine Léaumont, on remercie aussi d'avoir accepté de débattre. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de cet échange dans audition publique. Vous êtes un député La France Insoumise, élu dans l'Essonne. Vous êtes arrivé à l'Assemblée en juin dernier. Et vous avez retenu 2 thèmes pour débattre avec Sacha Houlié, et commencer par les salaires dont on parle beaucoup, et notamment le niveau du SMIC en France. Tout à fait, parce que nous proposons ce jeudi 24 novembre à l'Assemblée nationale une proposition de loi d'augmentation du SMIC à 1 600 €. Proposition de loi qui est assortie d'une caisse de solidarité interentreprise afin que cette augmentation du SMIC ne soit pas pénalisante pour les petites et moyennes entreprises. Et à l'heure actuelle où la question du pouvoir d'achat est la question centrale pour les Françaises et les Français, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'opposer à l'augmentation du SMIC à 1 600 €, sachant que cette augmentation du SMIC en plus touche prioritairement des emplois qui sont non délocalisables. Et je vais même un peu plus loin. J'ai été assez surpris de voir que parmi les amendements déposés sur cette proposition de loi, au sein du groupe Renaissance, il y a eu des députés pour déposer une sorte d'amendement McDonald's qui empêcherait la mise en place du SMIC dans la restauration rapide. Ce qui vraiment est l'endroit typique où les emplois au SMIC ne sont pas délocalisables et où des gens sont particulièrement précarisés par des grandes entreprises comme McDonald's, comme Burger King, comme KFC, qui sont en plus des multinationales américaines. Donc voilà, je pense que cette augmentation du SMIC, elle est indispensable, et je ne comprends pas pourquoi il ne va pas y avoir d'augmentation du SMIC et pourquoi votre groupe ne va pas voter cette augmentation du SMIC. Mais comme moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas voté pour les mesures qui permettent de faire des compléments de salaire et qui permettent d'ajouter au salaire des Français sur les heures supplémentaires défiscalisées, sur la prime Macron, sur les mesures qui par ailleurs permettaient d'augmenter le pouvoir d'achat en allouant des mesures de lutte contre l'inflation. Voilà, d'abord ça je ne le comprends pas. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que vous ayez tant de mal à comprendre une logique qui pourtant a apporté un grave préjudice à la gauche, qui est la boucle prix-salaire. On sait depuis les années 80 que lorsque l'on augmente comme ça les salaires, eh bien on a un effet sur les prix et que ça a une spirale inflationniste qui est très forte. Je ne comprends pas pourquoi non plus vous obstinez à ne pas voir que l'inflation elle est de 6% et que le SMIC lors de l'année dernière, il a augmenté de 8%. Et d'ailleurs, sur le deuxième argument, qui est celui de la boucle prix-salaire, votre proposition, lors de l'élection législative, c'était 1 400 € le SMIC. Votre proposition cet été, 1500. C'était 1 500. Et là, vous êtes passé à 1 600. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, vous êtes dans une spirale dans laquelle vous vous laissez dépasser. Et une dernière chose, vous avez beaucoup de conventions de branches aujourd'hui que vous dépasseriez, ce qui veut dire que vous écraseriez toute une partie des salaires et donc vous tasseriez toute une partie des salaires vers le bas dans notre pays, ce qui est effectivement regrettable, ce qui nous pousse donc à ne pas voter votre proposition. C'est l'inverse. Alors quand on augmente le SMIC, ce qu'on a toujours étudié dans le pays, c'est que l'augmentation du SMIC provoque l'augmentation des salaires qui sont entre le SMIC et l'augmentation du salaire, parce que précisément, les gens disent bah moi j'étais avant au-dessus du SMIC, donc ils vont augmenter leurs revendications. Maintenant, cette boucle prix-salaire, en fait, en réalité, elle est déjà là. En réalité, il y a déjà un problème d'inflation et ce qui se produit, c'est que les salaires augmentent moins vite que l'inflation et que donc le salaire réel des gens qui sont très peu payés diminue. Il y a une perte de salaire et une perte de pouvoir d'achat. Et ensuite, je veux revenir sur la question que vous me posiez. Pourquoi nous n'avons pas voté sur les heures supplémentaires défiscalisées et pourquoi nous n'avons pas voté sur la prime Macron ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que pour ce qui concerne la prime Macron, c'est une prime qui est au bon vouloir du patron, alors que l'augmentation du SMIC, c'est un choix politique, c'est une décision qui s'impose au patronat. Là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens sur pensez-vous que la loi pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron a fait quelque chose pour votre pouvoir d'achat ? La réponse est non. Et sur la question des heures, sur la question des heures supplémentaires défiscalisées, là c'est encore plus grave, c'est que c'est carrément un sécucide. C'est-à-dire que on est en train, en défiscalisant ces heures, en défiscalisant les heures supplémentaires, c'est la baisse du chômage. Parce qu'en défiscalisant les heures supplémentaires, on est en train aussi d'attaquer le financement de la sécurité sociale. Et rien n'est prévu sur le sujet. Je vais vous laisser dire ça pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'avez pas répondu à mon argument qui est de dire que le SMIC a augmenté de 8% sur l'année passée quand l'inflation était de 6%. Ce qui montre bien que c'est sur l'ensemble. C'est en revenant à l'année dernière. Ce qui montre bien. C'est en revenant à l'année dernière. Ce qui montre bien qu'en réalité, l'argument selon lequel les salaires n'augmentent pas autant que l'inflation est faux. Non. Ensuite, avec votre idée du SMIC, vous n'avez pas non plus répondu à mon argument qui est de dire en faisant augmenter le SMIC, toute une série des salaires qui sont indexés sur les conventions de branche ne sont pas concernés. Et dans votre argumentaire, vous dites
pour demander du salaire supplémentaire, pour avoir la prime Macron, il faut que l'employeur le veuille bien. Pour négocier la convention de branche, il faut quoi? Oui, mais Sinon, moi, du dialogue social. moi, je parle pas de la convention de branche. Non, mais, précisément, c'est pas la même chose. Existe. Mais oui, mais sauf que quand on augmente le SMIC, c'est une augmentation qui est sur l'ensemble des salaires. Et donc, ça met un seuil minimum. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est rédigé dans notre proposition de loi. Ça met un seuil minimum en dessous duquel il n'est pas possible de payer les gens. Dans la fonction publique, pas n'importe où. D'accord. La fonction publique. Toute une série des salaires se retrouver en dessous du SMIC parce mais que ça c'est de votre faute. Non, mais ça c'est de votre faute. C'est parce que vous n'aviez pas fait. Vous n'aviez pas revalorisé le point d'indice. Précisément vous dire que vous n'avez pas revalorisé le point d'indice et donc effectivement il y a des professions qui finissent en dessous. Précisément vous dire que le SMIC avait tellement augmenté qu'il avait dépassé l'indice des fonctionnaires de catégorie. Mais précisément. Ce que nous avons corrigé. Avec d'ailleurs des partenaires sociaux, puisque nous l'avons rectifié avec la ministre. Mais précisément, on est d'accord que c'est qu'il y avait un problème dans la rémunération des fonctionnaires. Et donc nous avons augmenté cette rémunération. Mais il faudrait quand même pas accuser ceux qui proposent l'augmentation du SMIC de vouloir dire que derrière, il faudrait que les salaires des fonctionnaires soient inférieurs. Le problème vient du fait que les salaires des fonctionnaires n'avaient pas été assez augmentés. Donc c'était ça l'enjeu. Cela dit, vous n'avez pas non plus voté. Vous n'avez pas non plus voté les mesures du projet de loi de finances rectificative cet été. Qui permettait d'augmenter de 4 points le point d'indice. Vous n'avez pas voté ces dispositions. On l'a Vous n'avez pas voté la loi. Donc, non, on n'a pas voté la loi. A priori, vous êtes quand même opposé. Nous n'avons pas voté l'ensemble de la loi parce que nous étions défavorables justement à ces défiscalisations des heures supplémentaires, mais nous avons voté la mesure sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires. En vous opposant à la loi, vous opposez au tout. Juste revenir sur un point. Vous dites il y a eu une augmentation de salaire de 8%, il n'y a que 6% d'inflation. Sauf que cette inflation, elle prend en compte un ensemble d'éléments qui ne sont pas les éléments qui touchent le plus directement les personnes qui sont payées au SMIC. Et notamment sur les questions de l'inflation dans l'alimentation, on n'est pas à des taux de 6%, on est à des taux de 15, 20, et même pour l'huile de tournesol, par exemple, on est à 134% d'inflation. Donc ça frappe directement le salaire et le revenu global des gens qui sont les moins payés. En plus, vous parlez en salaire pur, oui. Vous excluez d'ores et déjà des mesures comme le bouclier tarifaire. Oui, dont l'Institut des politiques publiques, par ailleurs, a dit que c'était la meilleure mesure qui avait été prise sur ce sujet. Excellente mesure éventuellement, mais sauf vous regardez souvent, pas toujours, mais souvent, les choses par le tout petit trou de la langue. Non, deux choses sur le bouclier tarifaire. Premièrement, en janvier, le gaz et l'électricité vont augmenter de 15%. Donc un bouclier où il y a une augmentation de 15%, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une augmentation de 8% des salaires, typiquement sur l'énergie et le gaz, on va être en dessous du niveau de l'inflation. Donc c'est une perte de revenus sur la question de l'énergie et du gaz avec le bouclier tarifaire. Mais le problème du bouclier tarifaire, en plus, c'est qu'il n'est pas financé par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt faire un blocage des prix qui permette que ce soit une partie des entreprises qui paye la différence. Alors, précisément, dans le projet de loi de finances, la contribution européenne, en plus de la contribution exceptionnelle, l'alignement du prix et pour le coup la surtaxe à 90% au-dessus de 180 € du mégawattheure, finance. Mais c'est pas la même chose. Le bouclier tarifaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce qu'il faut faire. C'est pas un blocage des prix en bonne et due forme. Voilà. En revanche, ce qu'il faudrait faire, si vous voulez empêcher la spirale inflationniste, c'est ça. En revanche, c'est une surtaxe de toutes les énergies et les producteurs d'énergie qui permet de financer le bouclier tarifaire. Antoine Léaumont, vous avez choisi un deuxième thème qui est très intéressant aussi, tout à fait d'actualité. C'est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et vous voulez revenir sur quelques points précis. On vous écoute. Sur les amendes forfaitaires délictuelles, parce que là, c'était un des grands sujets de cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On en a d'ailleurs beaucoup débattu dans l'Assemblée. Alors les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un mécanisme qui consiste à remplacer un certain nombre de peines, ou à permettre que, à la place d'un certain nombre de peines, on ait des amendes qui soient remises par la police, qui posent plusieurs problèmes. Déjà, c'est que il n'y a pas de présomption d'innocence, vous avez directement une amende. Ensuite, c'est qu'il n'y a pas d'individualisation des peines. Quand vous avez un jugement, vous avez des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes, et même la possibilité d'être acquitté, ça existe quand même. Et là, ça n'est pas le cas. Et puis, c'est des amendes qui sont en plus très discriminatoires. Mais le problème dans le texte précis qui nous est présenté, pour moi, est sur deux points en particulier. L'amende qui concerne le fait que des lycéens ou des étudiants majeurs se mobilisant à l'intérieur de leur lycée, dans le cadre, par exemple, disons, de la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, eh bien, cela pourrait avoir... Au lycée, cela pourrait avoir... Uniquement les majeurs au lycée. Uniquement les majeurs au lycée. D'ailleurs, je suis très content d'avoir obtenu le fait que ce soit bien précisé dans le débat. Il n'y en a pas trop des majeurs au lycée. Mais enfin, il y en a quelques-uns. Mais quand même, disons que dans les lycées professionnels, par exemple, vous avez beaucoup de majeurs. Mais cette amende, elle pourrait être de 500 à 1000 €. Et une autre amende de ce type-là a été prévue pour les cas de blocage des routes, comme le faisaient, par exemple, les gilets jaunes en filtrant la circulation. Et là, on parle d'une amende de 800 à 1600 €, ce qui, pour moi, est une remise en cause du droit fondamental à manifester. Bon, d'abord, dans ce texte, vous avez eu tendance
à toujours plutôt vouloir défendre les délinquants que les policiers. Non. Bah si, systématiquement. Julier. Je vais vous répondre. Vous pouvez pas dire ça. Je vais vous répondre. Sur l'amende forfaitaire délictuelle, Défendre les délinquants. vous mentez bien, mais vous mentez quand même. Non. Vous mentez parce que vous nous dites qu'il n'y a pas de contradictoire. En fait, l'amende forfaitaire délictuelle, elle n'est adressée à une personne que si elle accepte d'avoir reconnu préalablement les faits. Oui, Sinon, il y a une procédure judiciaire qui est menée, qui conduit les gens devant un tribunal correctionnel et qui fait l'objet d'un débat devant un juge. C'est la reconnaissance préalable de culpabilité, la signature du procès verbal, qui fait que l'amende est acceptée parce que le délit est reconnu. Ensuite, sur la question des mineurs, on vous a dit plusieurs fois, pendant tout le débat, que les mineurs n'étaient pas concernés par l'amende. Vous remarquerez que j'ai pas parlé des mineurs. Sur la question... J'ai pas parlé des mineurs, j'ai précisément parlé des majeurs. Sur la question... vous avez bien fait de parler des lycéens majeurs, par contre. C'est vrai, parce que dans le débat, vous nous parliez des étudiants. Les étudiants ne sont pas concernés pour le blocage de leur établissement, puisque les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas concernés non plus. Tout à fait. Ensuite, Mais les étudiants, Attendez, les étudiants qui se rendraient dans un lycée pour aider un mouvement juste de social, vous répondre sur ces ils sont questions concernés. D'abord, les étudiants n'ont rien à faire dans un lycée. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. présent. Les étudiants n'ont rien à faire dans un lycée, même pour les débrayer. Et puis, dernière chose, sur ce que vous avez dit, aujourd'hui, ce que vous critiquez, c'est le fait qu'on puisse dresser des amendes sur des faits qui peuvent faire l'objet d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an, pour ce qui concerne l'occupation illégale d'un établissement scolaire, ou jusqu'à 2 ans pour ce qui concerne l'entrave. Est-ce qu'il faut préférer d'aller devant un juge qui, en comparution immédiate ou qui, dans une procédure judiciaire, peut prononcer une peine qui est une peine d'incarcération? Ou est-ce que cette amende délictuelle, d'abord, elle permet de ne pas laisser impunis des faits qui le sont, qui sont commis. Donc vous reconnaissez que la plupart du temps, ces faits-là ne sont pas punis et ne vont pas jusqu'à un tribunal. Parce que les procédures c'est ça qui se passe. Parce que les procédures sont très longues, mais vous connaissez comme moi la réalité des tribunaux. Les peines sont prononcées, elles ne sont pas réalisées. Est-ce que c'est acceptable dans un état de droit? C'est pour ça qu'il y a. Est-ce que c'est acceptable dans un état de droit que des peines prononcées ne soient pas exécutées? C'est pour ça qu'il y a un problème dans votre argumentation. Vous nous dites que des peines prononcées dans un état de droit ne soient pas exécutées. Ça, c'est votre problème à vous. C'est parce que vous ne mettez pas assez de moyens et dans la justice. Attendez, si vous me laissez aller jusqu'au bout, moi je suis pour que les peines qui sont prononcées soient exécutées, mais pour ça, il faut qu'il y ait assez de monde dans la justice pour traiter correctement les dossiers, et il faut ensuite avoir la capacité de les traiter, si on est dans votre logique, et par exemple de mettre les gens en prison, donc d'ouvrir des places. Ce avec quoi moi je suis en désaccord, et particulièrement sur cette question-là, vous nous avez dit que vous vouliez mettre en place des amendes forfaitaires délictuelles pour désengorger les tribunaux. Mais dites-moi, quels tribunaux exactement sont engorgés par des gens qui ont bloqué des routes et des lycéens qui ont bloqué leur lycée? Là, il n'y en a aucun. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, il y a une forme de tolérance qui s'exprime vis-à-vis de ce type de mouvement. Et par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes, la plupart du temps, ce qui était fait, c'était que les gens étaient condamnés ou aller devant le tribunal pour d'autres faits que celui du blocage des routes. Or là, qu'est-ce qui va se passer? Quand des jeunes vont se mobiliser dans leur lycée ou quand des gens vont se mobiliser, par exemple, en bloquant des ronds-points, admettons, ça fait partie du régime des possibilités vu que ça a existé. Ce qui va se passer, c'est que là, il pourrait y avoir un policier qui vient et qui dit « Pop, hop, ça c'est puni par le code pénal et maintenant c'est puni par une amende de 800 €. » Et vous pensez vraiment que des gens vont contester l'amende et se dire que il vaut mieux qu'ils aillent devant un tribunal, etc. Effectivement, non. Donc, ce que vous êtes en train de faire, et ce qui va se produire, et vous le savez d'ailleurs, ce qui va se passer, attendez, je finis juste ma phrase, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire peur aux gens qui souhaiteraient se mobiliser et de pouvoir punir rapidement celles et ceux qui le feraient. Alors, la réponse, après cette longue et précise argumentation, mais le débat est de qualité. Donc, voilà. Non, mais d'abord, vous nous dites qu'il n'y a pas d'engorgement, enfin, il y a un engorgement des tribunaux. Mais à la bonne heure, mais. Parle de sur ce point. À la bonne heure, mais pourquoi n'avez-vous pas voté non plus les budgets de la justice, qui prévoient des magistrats supplémentaires, des greffiers supplémentaires? Parce que c'est pas assez. C'est pas assez. Donc en fait, c'est pas assez, donc ça mérite d'être contre. Mais oui. Première chose. Deuxième chose, sur la question de l'amende forfaitaire délictuelle, je vous ai dit précisément, on a même inscrit dans la loi qu'il fallait notifier les droits des personnes, que s'ils n'acceptaient pas l'amende, s'ils disent non, je la conteste, pas en disant je fais une procédure, non, je la conteste, non, je refuse de reconnaître les faits qui me... Il y a une procédure devant un juge. Et ensuite, vous nous avez dit, et je vous ai dit au tout départ que vous avez été plutôt du côté des délinquants que du côté des policiers. Ça, c'est pas vrai. Mais vous nous avez dit que devant un juge, vous préfériez que ces gens ne soient pas condamnés. Ah, ça oui, par contre. Moi, je ne suis pas pour condamner l'action sociale. Moi, je vous dis que lorsqu'on a commis un acte de désobéissance civile, on en assume les conséquences. Donc ça, on sait qu'on se place en infraction. Ça, c'est votre point de vue. Non, mais on sait qu'on se place en infraction à la loi.
Et donc, quand on se place en infraction à la loi, alors la loi républicaine étant la même pour tout le monde, eh bien, on peut être... Alors, bloquer une route, bloquer la circulation, comment ça se passe? Parce que on le voit, il y a des jeunes qui le font, il y a les gilets jaunes qui le font. Pour l'instant, c'est... Oui, de ce point de vue-là, il y a des procédures judiciaires qui sont parfois engagées, et lorsqu'elles ne sont pas engagées, on pourra avoir des amendes forfaitaires délictuelles. Voilà. Donc, il y a bien un mécanisme qui va être plus efficace, je vais utiliser votre vocabulaire, plus efficace pour punir des actes qui effectivement sont punis dans le code pénal. Ce qui est surprenant, je suis d'accord que ça existe dans le code pénal. Vous avez pris deux exemples parmi les 24 sur les amendes forfaitaires délictuelles. Mais précisément parce que vous avez aussi contesté les amendes forfaitaires délictuelles pour la consommation de stupéfiants. Mais parce la consommation de cocaïne. Mais parce que précisément, elle ne mène à rien, elle ne mène pas à une baisse effective de la consommation de cannabis. Là, c'est un autre sujet, c'est que c'est inefficace pour atteindre. Je parle pas de cannabis, je parle de cocaïne. C'est pour atteindre l'objectif que vous fixez. D'ailleurs, j'ai été très heureux de lire dans votre interview à Mediapart le fait que vous pensez qu'il faut légaliser le cannabis parce que je trouve, moi aussi, que ce serait une manière plus efficace, y compris de lutter à la fois contre le trafic de cannabis et contre la consommation de cannabis avec des politiques publiques qui seraient faites sur cette question-là, qui seraient plus efficaces. Sur ce point-là, au moins, on se rejoint. Moi, je suis du coup pas pour les punir par une AFD. Ce que j'ai dit à Mediapart précisément, c'est que philosophiquement, il fallait y parvenir et qu'aujourd'hui, il y avait une grande crispation autour de ces sujets et qui faisait que le chemin était étroit pour y parvenir. Voilà. Donc une dépénalisation serait déjà une bonne chose. Il faudrait aussi des désintoxications parce que on peut être pour le fait qu'il faille le dépénaliser ou le légaliser. On peut aussi se dire que là c'est une consommation d'un stupéfiant et que c'est pas bon en général pour les personnes qui le font. Et précisément, nous, notre proposition, ce sera le dernier mot, notre proposition sur le sujet, elle est un peu détaillée, puisque avec la légalisation, nous voulons que l'argent qui serait obtenu par la légalisation, parce que par la force des choses, il y aurait une imposition sur cette nouvelle vente, plutôt que de l'argent qui part dans les sphères obscures, c'est que l'argent qui serait dégagé puisse être utilisé pour faire de la prévention sur la consommation de cannabis, en gros et de manière détaillée. Mais simplement, pour finir d'un mot sur la question des amendes forfaitaires, pour finir sur la question des accidents, on en voudrait absolument à tous les manifestants. Je suis heureux de vous dire que ce n'est pas le cas. Sur ce sujet-là, quand même, nous sommes dans un pays où nous avons créé cette république à l'issue d'une révolution qui n'était pas légale non plus. Et donc sur ce sujet-là, en tout cas aussi vraiment intéressant et apaisé dans l'hémicycle ou dans les commissions où vous siégez.